Fanny Ruet est une humoriste, podcasteuse, autrice, chroniqueuse, femme d'affaires et professionnelle du karaoké. À 31 ans, elle termine actuellement sa tournée de son deuxième spectacle, On disait qu'on faisait la fête. Elle fait partie de cette nouvelle génération d'humoristes belges qui est partie à la conquête de la France en passant par la maison France Inter. Son humour est qualifié de tranchant avec une pointe légèrement salace. Grosse bosseuse, elle ne sort jamais sans son PC, mais ne lui demandez pas de cuisiner. Pour elle, le four, il sert de grosse horloge dans la cuisine. Bonjour Fanny Ruet. Mais bonjour Vanessa. Bienvenue dans À travers le miroir et merci d'avoir accepté de participer à cette toute nouvelle émission de BX1. C'est la première, donc Grand plaisir. vous allez être un peu notre marraine en fait, en quelque sorte. Ça se voit, vous aviez juste pas de plateau et vous avez dit t'inquiète, j'ai une idée. C'est ça, on s'est dit on va faire ça avec un miroir et 3 caméras et puis on va essayer de découvrir qui vous êtes en fait et comment vous êtes devenue cette humoriste, podcasteuse, femme d'affaires, reine du karaoké, enfin toutes ces petites choses qui vous caractérisent. Mais d'abord, avant qu'on commence, moi j'ai envie de savoir, là, donc dans cette émission, on ne peut se regarder évidemment qu'à travers ce miroir et donc vous devez vous regarder aussi. Comment on se sent quand on passe comme ça un petit moment à se regarder dans le miroir ? Ça va, mais l'exercice un peu de la promo comme ça, maintenant je suis un peu rodée donc ça va, mais c'est vrai que c'est pas du tout naturel de parler de soi autant et de se faire poser des questions autant. Donc ouais, au début c'est un peu déstabilisant, mais là ça va, je suis lancée. Et votre image, votre miroir à vous, est-ce que c'est quelque chose dont vous vous servez souvent, vous vous regardez souvent ? Pas assez, vraiment. Pas assez. Ouais, non, maintenant je commence un peu plus, à cause de ce métier notamment, mais c'est vrai que assez régulièrement je sors de chez moi sans avoir checké ma tête. Ce qui fait que souvent je me suis mal démaquillée, donc j'ai vraiment le vieux reste de maquillage dégueulasse. Et ouais, non, je ne check pas assez souvent. Il y a un petit côté panda quoi, à la sortie du lit. Gros c'est côté un peu panda, ça. ouais. D'ailleurs, vous le dites pour vos vêtements là, sur ce nouveau spectacle dont vous allez bientôt terminer la tournée. Vous dites à un moment donné que là, vous avez fait un petit effort au niveau vestimentaire parce que vous avez revu un passage à Montreux où c'était pas tout à fait ça. Il y a des vidéos de moi, c'est terrible. On voit que vestimentairement, en fait, moi, j'ai pas de goût vestimentaire. Vraiment, je ne sais pas ce qui va ensemble, ce qui va pas ensemble. Et maintenant, je l'ai accepté. Donc, je me dis juste, je vais faire confiance à d'autres gens et juste choisir des choses dans lesquelles je me sens bien. Mais il faut pas que je sois toute seule à choisir. Sinon, en effet, c'est catastrophique. Et donc, maintenant, voilà, la tournée, j'avais une belle tenue verte d'un créateur belge d'ailleurs. Et donc, ouais, pour moi, c'est carré. Et ce matin, vous avez fait comment ? Ce matin, je me suis dit, petit pull rose, on ne veut pas se tromper. Petit col, c'est mignon. Et le reste, je me suis dit qu'on verrait pas, donc j'espère qu'on voit pas trop le fait que rien ne va en bas. Bon, jean basket, ça va, c'est plutôt pratique. Je suis en culotte, voilà. Ouais, jean basket, toujours. Ok, et l'image aussi, c'est important, hein, vous l'avez dit dans votre métier. Il y a aussi toute la question des réseaux sociaux. Vous êtes évidemment très présente dessus. Là aussi, est-ce qu'il y a quelque chose, vraiment une image qui s'est construite au fur et à mesure ? Oui et non. À la fois, je suis pas trop dans les trucs de poster des photos de moi où je pose ou quoi que ce soit. Moi, j'aime pas trop cette idée de posture, mais en soi, c'est une posture aussi de dire que j'essaye d'être le plus naturel possible et des fois de mettre des photos où clairement je suis pas à mon avantage et tout ça. Donc voilà, c'est aussi une posture, mais moi, c'est celle que j'ai choisie un peu de voilà, se prends pas la tête et tout ne doit pas être magnifique tout le temps. Et ouais, c'est accepter que la normalité, ça va être la base, quoi. Quelle est l'image que vous voulez renvoyer aux autres, en réalité, avec ce compte Insta, principalement ? Je pense l'image de la fille qui fait ce qu'elle aime bien et qui se prend pas trop au sérieux, mais qui est quand même sérieuse dans ce qu'elle fait. C'est un peu ça que là qu'il y a la nuance, c'est que on rigole avec tout, on rigole de tout, mais de manière un peu sérieuse et c'est voilà, tout est quand même assez millimétré quand même. En vrai, genre le spectacle, j'ai envie que les gens ils sachent que leur spectacle vraiment il est carré. C'est pas genre j'arrive, j'improvise, je raconte des trucs à moi. Non, ce spectacle je l'ai tellement travaillé et voilà, j'ai envie que ça dégage ça en fait. Alors
Je ne sais pas, peut-être qu'on peut regarder justement, parce que c'était pas super clair quand vous étiez petite quand même, ce que vous aviez envie de faire. Il y a une petite vidéo que vous avez postée sur Instagram justement, qui parle de ça. J'ai jamais trop su ce que je voulais faire dans la vie. À part avoir un chat et manger beaucoup, mais il paraît que c'est pas un métier. Enfin bref. A posteriori, je vois bien qu'il y a des fils rouges qui se dessinent, des choses que j'ai toujours faites et que probablement je ferai toujours, comme vouloir trop d'attention, être ultra dramatique, danser à contre-temps, m'habiller mal, si possible en jaune, mais surtout faire l'andouille en permanence. Genre vraiment tout le temps, turbo teubé la meuf. Maintenant, j'aurais pas pensé que ça puisse devenir un métier, par contre. Je m'imaginais pas que les histoires que j'écrivais, que je racontais, ça rassemblerait des gens un jour. Déjà plein de gens que j'aime autour de moi, mais aussi plein de gens que je connais pas. Là, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je sais toujours pas exactement ce que je veux faire dans la vie. Tout ce que je sais, c'est que ces dernières années, j'ai réussi à écrire des trucs que j'aime bien. Sous plein de formes différentes, mais le but, il est toujours le même. C'est de tenter de faire ressentir des choses. De la joie, de la beauté, de la tristesse, n'importe quoi plutôt que rien. Et de faire en sorte qu'on se sente moins seul. Moins seul à être bizarre, être à côté de la plaque, à pas savoir gérer les émotions ou avoir l'impression qu'on n'a rien compris à la vie alors que tous les autres autour ils font tout beaucoup mieux. Pour l'instant, l'endroit où j'ai le mieux réussi à cristalliser ça, c'est dans mon spectacle. Il s'appelle On disait qu'on faisait la fête. Je l'ai joué des dizaines de fois, mais là c'est bientôt la fin. On termine cette tournée avec 2 grosses fêtes, à l'Olympia de Paris le 2 janvier et au Cirque Royal de Bruxelles le 10 janvier. J'espère que vous serez là parce que regardez, je suis trop mimi là. Alors, dans cette vidéo, on vous voit en étant toute petite, en faisant un petit peu déjà quand même le clown. D'ailleurs, à la fin, vous avez un très très beau maquillage à la fin de cette vidéo. Merci. Je pense que ça pourrait figurer dans le livre des records du plus beau grimage. Ouais. Petite, vous êtes comment? C'est vraiment ça, Fanny Ruet, c'est cette petite fille qui fait des grimaces et qui veut faire rire? À l'enfance, oui. À l'enfance, c'est vraiment ce truc de petit clown et je m'en étais pas rendu compte, mais là, j'ai fait numériser 14 cassettes vidéo que ma mère avait prises pendant mon enfance. Et sur toutes les cassettes, il y a moi en vacances qui présente des trucs, des spectacles de fin de semaine, des trucs. Et vraiment, dès que je pouvais avoir un micro dans la main, je le faisais. Très égocentrique, la dame, visiblement. Mais ouais, il y avait ce truc très de se mettre en scène, de raconter des blagues, d'amuser les gens. Et donc, ouais, l'enfance, c'était beaucoup ça. Et ça va disparaître à l'adolescence? Ah, l'adolescence, ouais, c'est un peu plus technique. J'ai ma phase où, ouais, j'ai 13, 14, 15 ans, où là, c'est un peu moins marrant. Je suis un peu plus dans le « Ah, les gens, ils rigolent tout le temps, ils me saoulent. » Je comprenais pas pourquoi les gens avaient tellement de joie, alors que moi, j'en avais un peu moins visiblement. Et il m'a fallu quelques années avant de retrouver un peu plus de légèreté, on va dire. Mais oui, l'adolescence, quoi, c'est pas évident tout le temps. Et cette légèreté, vous avez l'impression qu'elle est arrivée comment? Je pense le fait d'arriver, de faire des études supérieures et d'être dans des choses que j'aimais. Parce que concrètement, le collège, c'est assez horrible en fait comme principe. Enfin non, c'est génial parce qu'on peut apprendre plein de choses et tout, mais on est quand même enfermé pendant 8 heures par jour avec des gens qu'on n'a pas choisis, étudier des choses qu'on n'a pas choisies. Et du coup, j'étais un peu frustrée parce que je m'ennuie très vite. Donc j'étais très frustrée d'être là et de me dire « Waouh, j'ai 6 ans ici, ça va être terrible ». Et donc, quand je suis arrivée aux études supérieures, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études que j'aimais, avec des gens qui aimaient les mêmes choses que moi, et en plus dans une grande ville, parce que moi j'ai grandi à la campagne, pas loin de Liège, et là je me retrouvais à Bruxelles avec plein de concerts pas loin, plein de trucs cool à faire, et donc là ça m'a vraiment ouvert tout un pan que je connaissais pas, et là je me suis vraiment sentie beaucoup mieux, et j'avais l'impression d'être là où je devais être, quoi. Alors vous avez étudié la communication, vous aviez déjà une idée à ce moment-là de ce que vous vouliez faire, ou ça restait un peu flou? C'était flou, je savais que j'aimais bien parler de musique sur des blogs musicaux et tout ça, un métier d'avenir. Et puis, ouais, non, journaliste musical, c'est ce qui me semblait le plus intéressant. Très vite, j'ai compris que ça allait pas être ça. Pourquoi? Je sais pas, je pense que maintenant, tout ce qui est critique d'art, ça m'agace un peu. Et ouais, je sais pas, non, j'aime pas trop. Et les critiques envers vous ou envers vos spectacles? Ben, en fait, je trouve que en tant que public, c'est légitime, parce que c'est pour ça qu'on fait les choses. Mais les critiques d'art, je trouve ça quand même assez fou. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de commenter les choses sans en faire partie, sans créer. Je trouve ça un peu curieux. Donc, ça me touche pas tellement, en vrai. Je vais plus être touchée par la vie des spectateurs que par la vie des journalistes, par exemple. Donc vous allez être plus attentive, en tout cas, aux commentaires, par exemple, qu'on peut retrouver sur vos réseaux? Maintenant, moins quand même. Il y en a, évidemment. En fait, quand je sais qu'ils ont raison, ça me touche.
parce que je me dis, bah oui, toi tu sais que cette chronique, elle était paresseuse. Et voilà, donc quand je sais qu'ils ont raison, oui, ça me touche. Sinon, les gens, ils aiment tellement être méchants gratuitement que maintenant, ça m'amuse. En fait, il y a des commentaires qui sont méchants, mais tellement drôles. Ça, c'est un régal. C'est un régal. Et ça, vous les publiez? Oui, vous les commentez? Des fois, je les publie. J'ai une newsletter que tous les mois, je l'envoie. Il y a le hater du mois où c'est le commentaire qui m'a fait le plus rire. Et ouais, des fois, il y a des pépites. Alors, si on revient donc à vos études de communication, après, vous vous lancez justement plutôt en com. Vous faites notamment la communication de Florence Mendes. Vous faites aussi plein d'autres choses. Vous êtes chroniqueuse. Vous avez une émission d'abord sur Pure FM. À ce moment-là, est-ce que vous vous dites, je monterai un jour sur scène, moi, pour raconter mes blagues? Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment de la com. Le but, c'est de parler de projets artistiques d'autres gens et de faire en sorte qu'on en parle dans la presse, qu'il y ait plus de gens qui aillent les voir sur scène et tout ça. C'était beaucoup avec des groupes de musique, avec quelques humoristes aussi. Mais jamais je m'étais dit un jour c'est moi qui vais le faire, quoi. Jamais je m'étais dit un jour c'est moi qui aurai un attaché de presse, une attachée de presse. Et c'est juste que je me suis retrouvée à faire ça 6 mois. J'ai trouvé ça horrible comme métier de faire de la com. Et là j'ai été pendant quelques mois, j'ai un peu erré à savoir pas ce que je voulais faire dans la vie. Et je me suis dit bah vas-y, on va juste essayer de ressentir des choses, quelles qu'elles soient. Et donc j'ai commencé à faire des trucs, j'ai commencé la boxe, j'ai fait une scène ouverte au Kings à XL, en me disant comme ça, juste je ressens quelque chose, je book un créneau à la scène ouverte alors que j'ai rien écrit, et comme ça j'ai pas le choix, je dois y aller, pour dans un mois je dois avoir écrit 5 minutes et machin. Et donc je fais ça, je monte sur scène, je trouve ça assez rigolo, je suis pas très bonne mais ça va, et je me dis bah, ok, je vais juste recommencer une deuxième fois juste pour voir ce que ça fait. Et puis la deuxième fois, je me dis peut-être une troisième. De fil en aiguille, au bout d'un an, j'avais des scènes plusieurs fois par semaine et c'était devenu mon métier, quoi. Donc c'est un peu par hasard en vrai que ça s'est mis. Et qu'est-ce que vous ressentez cette première fois sur scène? Je suis horrifiée, je suis tellement stressée, c'est horrible, j'ai envie de vomir, c'est terrible ce que je ressens avant de scène, j'ai tellement mal au ventre et je me dis mais pourquoi personne ne m'a rien demandé? Et moi, je me suis dit, si je me mettais dans cette situation de stress, j'ai vraiment énormément de regrets. Et puis au moment où il y a les premiers rires, je dis, ah ouais, ok, je capte pourquoi je l'ai fait. Et puis au moment où j'ai fini, je me dis, ok, déjà c'est sûr de pas avoir, enfin c'est super bien de ne pas avoir annulé, d'avoir osé le faire même si ça fait peur. Et puis en vrai, c'était marrant à faire. Et puis surtout, je voyais tout ce qu'il y avait à améliorer et tout ce sur quoi j'aurais pu être meilleure. Et donc c'est ça qui est hyper stimulant à se dire, ok, je le refais une deuxième fois et là, je bouge tel curseur pour que ce soit mieux. Et on voit ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Et après, ça fait la même chose aussi, puisque vous avez fait des chroniques, beaucoup, des chroniques d'humour, donc je disais, sur Pure. Et puis ensuite, vous passez aussi par la case France Inter, notamment. Là aussi, c'est quelque chose où vous vous mettez à être vraiment perfectionniste jusqu'au bout? Parce qu'il n'y a pas ce retour du public quand on est devant un micro de radio. Non, heureusement, parce que si on se rendait compte en faisant une chronique chez France Inter qu'il y a 2 millions de personnes qui écoutent, ce serait terrible et personne ne le ferait. Mais il y a cet esprit de bande quand même, on est 6-7 autour de la table, et on voit quand même bien si les gens ils rigolent pas, donc il y a quand même ce truc-là. Maintenant, le perfectionnisme, oui, parce que d'un côté, il y a 2 millions de personnes, c'est France Inter, il y a un niveau à avoir. D'un côté, je pense qu'on ne peut pas se permettre d'être à 100% perfectionniste quand on fait une chronique toutes les semaines. Et des fois, il y aura des semaines où ce sera moins bien, soit parce qu'on n'est pas en forme, soit parce que juste le sujet il est nul, parce qu'on n'avait rien d'autre. Et donc voilà, faut accepter quand même, faut viser le meilleur, mais accepter que parfois ce ne sera pas le meilleur et c'est ok, quoi. Alors on va regarder justement un petit extrait de votre toute première chronique sur France Inter. Salut les vieux. Oh, quoi les vieux? Ça commence hyper mal. C'est vrai que quand on est arrivé ce matin, on l'a prise pour la stagiaire. Ouais. On se dit, mais c'est la période des stages de 3e, c'est pour ça qu'on s'est trompé. Oui. Moi, c'est ma première fois ici et potentiellement la dernière si je continue à crier dans le micro. Mais je suis très contente d'être là. Je suis très contente que France Inter ait pensé à moi pour remplacer ceux qui ne voulaient plus remplacer Agnès Surstel pendant son congé de maternité. Je m'appelle Fanny Ruet, j'ai 25 ans. Donc, quand je suis née, les auditeurs de France Inter étaient déjà vieux.
Et non seulement j'ai 25 ans, mais en plus je fais moins. Et j'ai l'air tellement jeune que quand j'ai rencontré l'équipe, quand je suis rentrée dans le studio, j'ai entendu Nagui qui disait à Leïla « Mais c'est pas bizarre de vouloir remplacer Agnieszka par l'enfant d'Agnieszka ?» Bon, on voit qu'il y a déjà quand même le petit col. Hein, ça reste. Oui, ça reste. C'est une marque de fabrique finalement. Petit marronnier. J'ai des petites périodes chaque année où il revient. Qu'est-ce que ça vous fait de regarder cet extrait qui date un petit peu évidemment? Je me dis, ça manque de punch, ça manque de punchline, mais je me dis aussi, mais j'étais un bébé quoi. J'étais un bébé. Alors j'ai vraiment toujours exactement la même tête, mais 25 ans, ça me semble le berceau. Je sors du berceau, tout simplement. Ouais, très jeune. Vous avez commencé quand même en 2018 à peu près en fait à monter sur scène. Les chroniques c'était avant. Vous êtes très jeune, hein, j'ai dit tout à l'heure, vous avez 31 ans maintenant, et vous avez déjà fait plein de choses. On a l'impression que finalement, votre arrivée, souvent on dit pour un artiste, pour qu'il soit vraiment bien ancré, il faut 10 ans. En fait, il a galéré pendant 10 ans avant qu'il soit d'un seul coup connu du grand public. Ça n'a pas été votre cas. Comment vous expliquez ça ? Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. C'est un mélange beaucoup de chance et beaucoup de travail parce que j'ai très très vite fait plein de choses que personne ne me demandait et qui ont fait que ça a un peu joué en ma faveur. Genre le fait que j'ai commencé très vite à faire des podcasts avec des humoristes, à les interviewer. Donc du coup, Kian Kojandi, je l'ai interviewé, maintenant il me connaît, il allait voir ce que je faisais. Je fais sa première partie au Cirque Royal. Et donc il y a plein de trucs comme ça de un peu aller se faufiler à gauche à droite là où personne m'attend. J'ai eu de la chance aussi que dès la première année, j'ai une vidéo qui fasse plusieurs millions de vues, ce qui fait que Montreux m'a repéré, France Inter m'a repéré. J'ai eu la chance que j'ai joué avec Guillermo Guise très vite. Lui a dit à France Inter, elle est dispo si vous voulez une autre chroniqueuse et tout ça. Et donc c'est un peu beaucoup de mélange d'opportunités comme ça. Et dès qu'on m'a donné ces opportunités, j'ai vraiment travaillé fort et donné tout ce que je pouvais. Donc tout ça a fait que c'est allé relativement vite. Ouais. Donc c'est vraiment ça, c'est pas que des rencontres, il y a aussi le travail derrière. Là, vous êtes modeste. Non, parce qu'il y a vraiment un énorme facteur chance dans ce milieu, tellement fort. Mais en effet, je travaille beaucoup et je fais beaucoup de choses en même temps et j'essaye vraiment de faire au mieux. Et par exemple, la première année, je me suis retrouvée à un concours à Marseille, le M-Rire, où je ne m'attendais pas à être qualifiée, donc j'avais mis mes meilleures, en fait c'était en 2 rounds, j'avais mis mes meilleures blagues dans le premier et je me suis dit merde, je suis au deuxième, j'ai quasiment plus de blagues en fait, donc qu'est-ce que je fais? Et là pendant qu'eux ils sont tous allés faire la teuf, voir le vélodrome et tout ça, moi j'ai écrit toute la journée et le soir j'ai gagné le concours, et alors que c'était des trucs que j'avais jamais joué avant. Et c'est ce genre de truc où quand je me mets un peu de détermination, je peux vraiment aller bosser fort et mettre un peu tout le reste de côté, quoi. Il paraît que vous n'allez quasiment jamais nulle part sans votre PC pour pouvoir toujours écrire au cas où. Sur moi, oui, non, c'est vrai que j'ai toujours un carnet et mon ordi sur moi. Donc ça, c'est important. Et votre téléphone aussi? Mon téléphone, oui, je l'ai. J'essaye de m'en détacher un petit peu, mais ouais, je l'ai tout le temps. Alors, vous avez dit, il y a une vidéo effectivement qui vous a fait d'un seul coup 3 millions de vues. C'était un sketch sur le malaise, c'est ça? Comment vous... on peut regarder un petit extrait d'abord. Moi, ce qui me fait le plus rire en humour, c'est le malaise. Vraiment, j'adore le malaise parce que c'est un outil extrêmement pratique quand tu veux être tranquille. Imagine, t'es dans le train, tu trouves qu'il y a trop de bruit dans le compartiment. Grâce au malaise, en une seule phrase, tu peux te débarrasser de tout le bruit du wagon. Juste, tu prends ton téléphone, tu fais semblant de démarrer une conversation, et puis tu dis une seule phrase, un tout petit peu plus fort que les autres conversations autour de toi. Consentement ou pas, j'avais 11 ans, papa. Ce sketch s'appelle Le Malaise. C'est comme ça que vous décririez votre style d'humour Pas tant. C'est un peu une étiquette qu'on m'a collée parce que c'est le sketch qui a marché, mais c'était vraiment, ça c'est 3 minutes dans le premier spectacle. J'aime bien l'ambiguïté et j'aime bien les silences. Bon, j'en mets moins qu'à cette époque-là parce que je pense que ma façon de jouer a quand même beaucoup évolué. Mais oui, j'aime bien l'ambiguïté et être sur la ligne entre est-ce que je dois rigoler, est-ce que je peux rigoler, est-ce que j'ai honte de rigoler. C'est ça que j'aime bien, c'est quand les gens ne savent pas quoi ressentir parce que c'est un truc nouveau qu'ils voient. Mais le malaise en soi, pas tant. Et il y a d'autres gens qui le font beaucoup mieux que moi, je crois. Donc,
Vous vous inspirez beaucoup de votre vie en réalité. Il y a beaucoup de choses autobiographiques dans ce deuxième spectacle quand même. Notamment, vous parlez donc de votre famille, vous parlez de votre mère, vous parlez aussi de vos relations avec les femmes et avec les hommes. C'était une volonté quand même, c'est difficile de se mettre à nu comme ça, mais avec ce couvert d'humour et qui est parfois justement un peu malaisant, on va dire. Ben, en vrai, non, parce que moi, j'ai jamais écrit de choses qui parlent pas de moi d'une manière ou d'une autre, parce que c'est le seul truc que je connais en vrai. J'ai aucune connaissance, aucune expertise sur rien d'autre. Et même moi, des fois, je me comprends pas. Donc, c'est juste que si je pars de ça, je pars des émotions que je ressens, qui me dérangent parfois, et j'en fais quelque chose dans lequel les gens peuvent se retrouver. Parce que moi, les œuvres qui me touchent, c'est des œuvres comme ça, qui sont extrêmement personnelles, et voilà, des sentiments en vrai qu'on a tous et dans lesquels on se retrouve. Et donc, oui, quand je parle de ma famille, bah, c'est pour parler d'autres choses, c'est pour parler de sentiments. Je parle de mon père pour dire que un jour, il m'a offert un cadeau que j'ai détesté, mais j'ai pas osé le dire. Et donc, résultat, j'ai fait de l'équitation pendant 5 ans. Ben, c'est pour parler de la timidité, parler des choses qu'on n'ose pas dire et les situations dans lesquelles on se met parce qu'on communique mal. C'est du coup, à chaque fois, relever ça. Je pars de moi et je prends une émotion universelle, quoi. Donc, c'est ça le but. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un petit peu plus confiance en vous? Parce qu'il y a quelques années, on avait tourné une émission avec vous qui s'appelait Hors Cadre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et vous rencontrez, vous allez au Kings of Comedy, vous rencontrez notamment Guillermo Guise. Avec Guillermo, ouais. Et Guy dit à ce moment-là que vous avez confiance en vous sur scène, et vous le reprenez en disant non, pas du tout. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, oui. Enfin, aujourd'hui, en fait, je sais quand j'ai assez travaillé ou pas. Et là, je sais que le dernier spectacle, je sais que je l'adore et j'ai tellement bossé pour qu'il soit exactement là où il est que maintenant, vraiment, je peux aller dans toutes les salles de toute la francophonie le présenter et je sais que je suis sûre de moi parce que je sais où je vais, je sais exactement ce que ça doit donner. Maintenant, c'est vrai que quand on démarre, c'est terrible parce qu'on n'a pas confiance en soi, on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas si les gens ils vont aimer. Alors que maintenant, l'avantage que j'ai, c'est que je trouve que le propos et les blagues, j'ai réussi à les travailler. Et donc, même si les gens ils n'aiment pas les blagues, il y a quand même un propos derrière. Et s'ils n'aiment pas le propos, il y a quand même des blagues. Donc, il y en a quand même toujours un peu pour tout le monde, même si en général, les gens adhèrent aux deux, heureusement. Donc oui, j'ai beaucoup plus confiance en moi, déjà parce que ça fait 5 ans, 6 ans que je fais ce métier et qu'il y a eu quand même pas mal de validations extérieures. Il y a eu l'Olympia, il y a eu la tournée, il y a eu plein de trucs sur les réseaux, plein d'articles de presse et tout. Donc maintenant, je suis un peu plus... Voilà, je me dis, tant que moi, je donne mon maximum. Après, si les gens, ils aiment pas, c'est juste peut-être que nos humours, ils se croisent pas, quoi. Alors, durant cette tournée, il y a quelque chose sur la table qui devrait... que vous avez beaucoup consommé, il paraît. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? On est ici sur une magnifique salade César qui a l'air délicieuse. Oh là là! Oui, la salade César, c'est... En fait, je suis une personne d'habitude. Et dans ma feuille de route, donc c'est la feuille qu'on envoie aux salles en disant voilà ce qu'on aimerait dans la loge et tout ça. Moi, je demande toujours une salade César avant le spectacle. Sauf que on a fait, je pense 2025, on a fait genre 85 dates. Donc ce qui veut dire concrètement 85 salades César ingurgité. Donc ouais, c'est un peu redondant et j'embrasse mon régisseur qui a dû se plier au même régime que moi. Et ouais, ça fait beaucoup de salade César. Et qui en a un peu marre, je crois, de la salade César. Oui. Votre tournée, elle se termine bientôt. Il y a encore le Cirque Royal ce 10 janvier. Vous allez encore manger de la salade César après ou pas? Mais en plus, j'aime vraiment bien et j'en fais souvent chez moi parce que c'est facile à faire. Donc oui, je pense que malheureusement, je vais continuer. Alors, il y a un autre objet également sur cette table qui va peut-être aussi vous parler. C'est l'attrape-cœur. Ouais. Pourquoi ce roman est votre préféré? Je pense que c'est parce que il est Holden Caulfield, qui est le personnage principal, a quelque chose d'à la fois très adulte et de très enfant. Il a vraiment des réflexions extrêmement poussées pour quelqu'un de, je sais pas, 15-16 ans. Mais en même temps, c'est un gros gamin dans son ego, dans ses réflexions, dans sa joie aussi. Il s'émerveille extrêmement facilement. Et c'est très, très beau à voir. Et moi, c'est la première fois que j'ai lu un roman où le personnage parlait comme dans la vraie vie. Et il y a beaucoup... il y a 2 traductions, il y en a... Voilà, celle-ci, c'est la bonne. Il y a une traduction qui n'est pas folle, justement parce qu'ils ont très fort transformé sa façon de parler. Mais celle-ci, qui est donc de Annie Saumon, il parle vraiment
comme un gamin de 14 ans, de 15 ans, et avec des expressions des fois qui sont merveilleuses. Et d'ailleurs, j'ai un tatouage, je sais pas, il est là, Fauni, qui est un mot qu'il utilise beaucoup dans la version anglaise, américaine du livre. C'est vraiment c'est un jargon qui est normal, c'est juste naturel, il parle comme il pense, et c'est la première fois que je lisais ça. Quand vous avez travaillé aussi votre roman, bien sûr Les Poissons froids, c'est ce que vous avez voulu mettre aussi. C'est vrai qu'il y a un style très écrit, on a presque l'impression qu'on vous entend quand on lit ce roman. Oui, ça c'était le but, c'est que je voulais vraiment, vu que beaucoup de gens me connaissaient via l'humour, je voulais que ce soit assez, que ça résonne, et que ce soit vraiment comme si moi je parlais, comme si j'expliquais quelque chose à un copain. Et bon, évidemment, il y a quand même des parties où c'est un peu plus littéraire, mais oui, j'avais envie de ce truc naturel, de ce truc de vas-y, on va pas faire semblant que on faisait des livres. Non, juste on va écrire les choses telles qu'on les ressent et faire en sorte que ça touche les gens de la manière la plus juste possible. C'est une expérience que vous pourriez recommencer? Le roman? Oui. Oui. Il faut juste que j'attende d'avoir un sujet, parce que là, écrire pour écrire, ça m'intéresse pas. Il faut vraiment que ça parte de quelque chose où j'ai un truc à raconter, et donc là je verrai bien après la tournée, quoi. Alors votre tournée, elle s'arrête maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire après? Est-ce que vous allez repeindre des meubles, poncer, faire de la poterie peut-être? Peut-être. Le foot? Le foot, oui, toujours le foot. La cuisine? Non. non, ça malheureusement, non. Apprendre à cuisiner? Il y a trop de boulot, je crois. Mais non, du foot, tous les dimanches avec les copains. Poncer des meubles, c'est un truc que j'adore faire, parce que des trucs manuels, moi, j'en fais plus beaucoup. Donc là, j'aime trop l'été en général, je retape des meubles. Et puis, je sais pas, là, les projets, c'est encore assez flou pour l'instant, mais il y a des petits... J'écris des fois un peu pour des films, des séries et tout ça. Peut-être un roman. Là, il y a quelques trucs dans lesquels j'ai joué qui vont sortir. Donc je sais pas, on verra. Là, je retrouve un peu la vraie vie, je retrouve un peu la spontanéité, et puis je vois ce que ça donne après. Et un troisième spectacle, c'est quelque chose que vous envisagez ou pas dans l'immédiat parce que vous êtes fatiguée aussi? Pour l'instant, là, je suis en mode, je vais me poser chez moi, écrire, faire mes petits podcasts, écrire des petites choses. Mais là, la tournée, c'est fini pour un petit temps. Donc on va terminer ça bien à Bruxelles avec une grosse fête au Cirque Royal. Donc c'est et si on faisait la fête? On disait qu'on faisait la fête, pardon. On disait qu'on faisait la fête, on la fait comment la fête? J'adorerais vous dire que c'est des trucs de dingo, mais je pense que même le jour du Cirque Royal, à 23h30, je serai dans mon lit. Mais ouais, non, on fait la fête, on rassemble des gens qu'on aime bien, quoi. C'est ça l'important. Ouais. Merci beaucoup Fanny Ruet d'avoir participé à Travers le miroir, donc la toute première. Merci. Merci.